c'est comme ça, le mouvement, c'est ça qui crée la vie. La roue de la matinale tourne toujours, ça crée du mouvement, ça crée de la bonne humeur, ça crée franchement de la frénésie. Et nous, on est très, très heureux. Et cette roue-là s'arrête sur la case famille, famille de mise aujourd'hui. Oui, nous allons parler un peu de notre couple, hein, à quelques encablures seulement de la Saint-Valentin. Comment on réagit dans le couple par rapport aux changements physiques, physiologiques, psychologiques. Ce sera vraiment la quintessence de l'intervention de notre spécialiste famille qu'on va recevoir vers la fin de cette émission qui est très heureuse de s'ouvrir maintenant sur le duo auquel vous êtes habitués maintenant depuis plusieurs mois, plusieurs années, Alix et Marco. Moi, c'est Alix, voici Marco. Bonjour, bonjour à tous. Oui, effectivement, moi c'est Marco et je suis très heureux d'être avec vous ce matin, en ce mercredi 5 février 2020. Nous parlerons de famille, Marcelin l'a annoncé, mais pas que. Il y aura également du fact-checking avec la capsule vrai ou faux, compée aujourd'hui par monsieur Lassina Ouattara, qui nous fera rentrer dans l'univers de l'actualité, notamment du coronavirus. On va sûrement jeter un regard aussi sur les exploits établi du côté de la Chine avec cet hôpital sorti de terre juste en 2 semaines. Et nous ne sortons pas de terre, mais nous sortons plutôt de nos gongs pour vous proposer maintenant une image qui nous a fait plaisir, l'image du jour, mesdames et messieurs, cette Côte d'Ivoire qu'on aime, 2 grandes dames d'État qui marchent comme ça à l'unisson, main dans la main, cœur au cœur, au pied, bien sûr, de cette stèle dédiée à un homme de paix, Nelson Mandela. C'était une image vraiment qu'on ne pouvait pas rater, ma très chère. Exactement, ça saisit l'actualité la semaine dernière lors de cette inauguration. On a vraiment apprécié de voir cette symbiose, cette unicité de l'amour de notre patrie. Et c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on appelle de tous nos voeux pour notre chère Côte d'Ivoire. On gagne toujours ensemble. Union, discipline, réconciliation. C'est ce qu'on a constaté sur cette image et on est très heureux. On n'a pas pu résister à la bonté, à la beauté. Ces dames-là, vraiment, ça fait plaisir. Jacques Brou réalise cette émission. L'esprit est bon. L'esprit va nous permettre donc de traverser cette émission avec toute l'équipe en haut, tous ceux qui travaillent, toutes ces mains-là qui travaillent afin qu'on puisse vraiment se réveiller dans de très bonnes conditions. On a des informations pour aujourd'hui, ma très chère Alix? Eh oui, aujourd'hui, nous sommes donc le 5 février. Au risque de nous répéter, nous sommes tout de suite au 36e jour de l'année. On a commencé, on va encore l'égrener, ce chapelet de 2020 jusqu'à décembre. On sera là pour quelques mois, vous vous imaginez. Et il nous reste encore à vivre 329 jours. Ce mois-ci, on est dans une année bissextile, vu que nous en avons 29 jours pour le mois de février. Et puis, on va en parler dans le fast-checking avec Lassina Ouattara, qui est là, qui est revenu de voyage. Et on va parler du coronavirus. Il y a tellement de choses, il y a tellement de clichés, il y a tellement de colibés, il y a tellement de non-dits. On va revenir là-dessus. Mais la réalité, c'est qu'en ce moment, on a pratiquement les 500 victimes du côté de la Chine et ça provoque bien sûr la hantise partout. On va revenir là-dessus dans l'info. Ah, tiens, on parle d'info, il est là, Régis, fait partie aussi de cette grande famille qui permet d'ouvrir ses yeux du saut du lit au saut dans la vie. C'est Matin Bonheur qui commence avec le journal. Nouveau rendez-vous de l'actualité. Bonjour à vous, Alix et Marco. Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, en sa qualité de président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, a été reçu par le président béninois, Patrice Talon. Les deux personnalités ont échangé sur l'état de la démocratie au Bénin. On fait le point avec Mama Traoré. Au palais de la Marina ce mardi, la délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, conduite par son président Amadou Soumaoro, a rendez-vous avec le président béninois, Patrice Talon. Une mission qui, au-delà de nous stresser, plutôt nous rassure quant à la disponibilité des autres pays de la francophonie, de leur attention, de leur écoute et de leur volonté de nous accompagner dans ces périodes difficiles que nous avons traversées. 5 sujets ont meublé ces échanges, à savoir le statut de la majorité et de l'opposition dans le cadre de la législation sur les partis politiques, le statut de l'opposition parlementaire, la situation de l'état de droit et de la séparation des pouvoirs, l'état des lieux des droits de l'homme et des libertés publiques, enfin la liberté d'expression et des médias. Sur toutes ces questions, le président Patrice Talon n'a pas manqué d'éclairer ses interlocuteurs.
sans rompre la chaîne des réformes et de solutions à nos travers, à nos difficultés, est-ce que dans cette dynamique même, nous sommes capables de concilier cette dynamique de réforme et ces corrections de nos travers avec des exigences de convivialité, de consensus et de paix sociale, de paix politique? Je pense que nous sommes sur cette voie-là. L'opposition également n'a pas manqué de montrer sa disponibilité. On l'observe. Et les élections communales à venir seront pour nous l'occasion de constater si nous avons amélioré les choses. Et c'est là-dessus que je voudrais vous rassurer. Ces 2 heures d'échange ont permis à la délégation de l'APF de se faire une opinion de la situation qui prévaut au Bénin. La vocation de l'APF, c'est l'approfondissement de la démocratie, la solidarité, et puis l'accompagnement des États francophones, des assemblées francophones. Nous avons parlé de l'Afrique, la démocratie naissante en Afrique. Nous avons parlé des hommes, des institutions. Je vous assure, nous avons été satisfaits sur toutes les réponses à nos préoccupations. Cette mission de bons offices menée par l'APF au Bénin va également rencontrer la classe politique, la société civile et la presse béninoise. Le gouvernement canadien injecte plus de 2 milliards de francs CFA dans l'éducation en Côte d'Ivoire. C'est au profit de 32 000 filles âgées de 10 à 18 ans du district d'Abidjan et dans la région du Tonkoui, dénommé « Pour chaque fille, le droit à l'éducation ». Ce projet porté par l'UNICEF a été lancé hier au lycée Mamé Houphouët-Fété de Bingerville. C'est en présence du directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le reportage de Sephora Zegui à suivre dans nos prochaines éditions. Pollution de l'air, des experts de la santé en parlent. Ils étaient réunis la semaine dernière à Bingerville. Les échanges ont porté sur la pollution urbaine de l'air et les maladies respiratoires non transmissibles en Côte d'Ivoire. Astou Touré. Les véhicules automobiles, les établissements industriels et les feux de forêt sont entre autres des sources fréquentes de pollution atmosphérique. Pour améliorer l'écosystème de vie des populations, des experts et scientifiques se sont réunis en vue de trouver des solutions idoines liées à la pollution de l'environnement. Je vais rapporter aujourd'hui le cadre général du travail qui a été réalisé et je dirais les résultats proéminents communs à l'ensemble des 4 pays. Il y a beaucoup de pollution sur beaucoup de plans, ce qui entraîne beaucoup plus de maladies non transmissibles. Donc il y a cette approche qui est en train d'être développée. La question de la pollution de l'environnement reste toutefois un défi majeur pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable. La pollution de l'air et les changements climatiques sont les 2 faces d'une même médaille. La question de la pollution de l'air donc en milieu urbain constitue donc une problématique d'actualité pour le ministère en charge de l'environnement, parce qu'elle représente un risque environnemental majeur pour la santé humaine. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Aka Wele, la pollution de l'air tue 6,5 millions de personnes chaque année. La pollution de l'air est coupable d'un décès sur 10 dans le monde, 6 fois plus que le paludisme, ce qui en fait la conséquence de la dégradation de l'environnement qui cause le plus de décès. La pollution de l'air est l'une des menaces les plus pernicieuses pour la santé, parce que omniprésente. Ce colloque international francophone sur la pollution de l'air est l'initiative de la chaire pollution du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Aucun cas de grippe aviaire détecté à Agnibilé-Cro. Depuis le mois de novembre, la région enregistre un fort taux de mortalité de poulets atteints de maladies respiratoires. Ces maladies sont dues au vent sec de l'harmattan. La direction départementale des ressources animales et halieutiques rassure, il ne s'agit pas de grippe aviaire. Voilà, c'est la fin de l'actualité. On se retrouve à 6h30 pour développer l'actualité africaine. Merci à vous, Régis Kofi. Et on se revoit dans juste pas longtemps. Voilà, à tout de suite, Régis.
Et Marcelin le disait à l'entame de l'émission, nous avons une roue que nous tournons aujourd'hui et on la retourne et elle se positionne juste tac sur le fitness. Et bien sûr, avec cette fois-ci l'intervention du coach Anissé Zadi. C'est parti. Bonjour tout le monde, nous sommes à Matin Bonheur et aujourd'hui nous sommes avec des princesses et vous imaginez, ça va être pour de la danse classique. Ok, première, on relâche les bras, on relâche bien les bras, ok, attention, on va prendre première. On garde les bras, relâche, descend les épaules. OK. Reste première, ici. Attention, on va faire le coup de girafe. On rentre légèrement le ventre tournant et resserre les fesses. D'accord? C'est très bien les filles. Vous travaillez bien comme ça. 1, 2, 3, 4, va chercher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On laisse tomber tout de suite. Et là, je reste. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va chercher devant et ouvre sur les côtés. C'est bon? Attention à tes bras. Ne ramène pas les coudes en arrière. Ramène les bras arrondis devant. Descends tout doucement. Seconde. Attention, il faut bien se tenir, les filles. Et je reviens. Je passe ici. Je passe là. Je vais plier et je reviens. Je vais chercher au milieu. Je vais monter tout de suite et reviens. Seconde. Plie et reviens. Ferme première. Et tu vas rester et descendre avec le pont tout de suite derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donne-moi une jambe. OK. Monte tout de suite. Descends. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Touche la tête. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Avec la seconde jambe. Touche la tête également. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Tu vas revenir ici. Et tu vas te relever tout doucement. Et 1, 2, 3, 4, 5. Reviens première. OK. On reste couché, jambes écart. Les bras écarts. OK. On reste sur sa joue gauche. Sa joue gauche. On ferme les yeux. On ferme les yeux. Attention, et là, on va penser. Nous sommes dans un jardin. Il y a des papillons. Ah, c'est bien. C'est très bien. Et. On resserre les jambes tout doucement. On resserre les jambes tout doucement. Attention, on ferme les jambes tout doucement, les filles. OK. Les filles, attention. Et on tire devant. Avec les bras. 1, comme ça. 2, 3, 4, 5. On regarde le plafond. On ne décolle pas les jambes du sol. On regarde le plafond. Regarde bien le plafond. Et OK. On va se coucher. Et revenez face à moi, assis. OK, c'est très bien. Assis en tailleur. Ça va? Ça va les filles? Vous avez bien travaillé? C'était comment? Allez. Allez, on pose. Allez, on y va. Allez. Hipipi.
Allez, c'est bien les filles, bravo. Vous avez assuré. Ouais, c'est fini. C'était la danse classique avec Anissé. Retrouvez-nous tous les mercredis matins sur Matin Bonheur. Tout à fait. Elles sont mignonnes. Oui, je parle des petites filles. Ça fait plaisir comme ça de voir. Et puis, c'est fait exprès parce qu'on sait que mercredi, c'est famille, donc enfants. Les enfants sont à la maison, donc ça fait du bien. Ça fait du bien. Et puis, bon, au-delà de ce qu'on pense, hein, ce n'est pas forcément réservé à une certaine élite. Hein. Tout le monde peut s'adonner à la danse classique. Alix, que vous voyez là, a fait de la danse classique quand elle était petite, tout ça. Et donc, aujourd'hui, elle est très souple. Et voilà, elle danse très très bien. C'est pratiquement une danseuse étoile que la RTI a détournée sur ce plateau. Voilà, c'est une grande danseuse. Vous allez la voir en exclusivité avant la fin de la saison dans un des créneaux du coach Anissé. Et c'est sûr que j'aurai les mêmes apparats que les jeunes filles. Oui, les mêmes apparats. Et ce jour-là, je serai le coach adjoint. Matin Bonheur se poursuit, mesdames et messieurs. Jacques Brou, avec son bon esprit, réalise cette émission. Nous allons aller maintenant, on va manger un peu. Si on mangeait un peu avant la revue de presse, ça vous dit? Ben oui, ça nous dit. Hein? Ça vous dit? Oui. C'est votre dernier mot? Ben oui, dernier mot. On y va. Dernier mot, première bouchée. On part aujourd'hui pour une salade de vermicelle à vous proposer ce matin. Oh, c'est très bien ça. Une bonne salade pour débuter la journée, ça fait du bien. Hein. Exactement. Ces belles pâtes que vous observez là, ce sont des vermicelles, peut-être utilisées aussi dans différents mets au petit déjeuner. Ce matin, nous vous offrons donc une variété de salade de vermicelles, comme vous pouvez voir avec ce patchwork d'assiettes qui défile chez vous. Au petit déjeuner, on en cas même en dîner. Quand on veut manger léger, ça fait du bien. C'est rempli de vitamines et ça permet de débuter la partie de la journée avec vraiment beaucoup d'entrain, que ce soit le matin, en début d'après-midi ou en fin de soirée. Vermicelle, surtout quand ça vient d'Asie comme ça, c'est tellement bon. Ils ont ce truc-là, ce chic-là de nous proposer des vermicelles. C'est tellement savoureux. Ben oui, des recettes bien de chez eux, avec c'est vraiment goûteux, c'est exquis. Et ça s'accompagne, comme vous avez pu le constater, avec de la viande, des crevettes, crustacés et autres. C'est très, très, très bon. Bon appétit. À contre-cœur, nous allons poursuivre cette émission parce qu'on aurait tellement voulu manger. Et puis maintenant, s'arrêter à la case, dans la roue qui tourne. Vous avez demandé l'info, ne quittez pas. C'est parti, la revue de presse avec Monsieur Renaud Kobia-Nguessan. Oui, je vous reçois très bien. Bonjour Alix et bonjour Marco. Bonjour à vous. On démarre tout de suite avec la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui, selon ce qu'on nous dit, va débuter une suite à la requête du PDCI sur la réforme de la CEI. C'est la question qu'on est amené à se poser au regard de cette une du Nouveau Réveil, selon laquelle l'État ivoirien est appelé à comparaître le 6 mars prochain à Arusha, en Tanzanie, où siège cette institution. Pour rappel, l'opposition avait déposé un recours devant la Cour en fin d'année dernière, recours dans lequel elle dénonçait la composition actuelle de la Commission électorale indépendante. Et puis, tous les regards de ce qu'on appelle communément les aficionados du clan Gbagbo seront tournés vers la Hollande, avec bien sûr la suite dans l'acte dans le procès Gbagbo et Blé Goudé, c'est demain à la CPI. Oui, ce jeudi 6 février 2020 reprend le procès en appel de l'ex-chef de l'État et son homme demain. À ce sujet, Soir Info lance reprise du procès à la haie ce jeudi, ce qui attend Gbagbo et Blé Goudé. Selon le confrère, ce feuilleton judiciaire qui a démarré le 28 janvier 2016 est loin de livrer son épilogue. On reste toujours dans les méandres de la politique et cette fois-ci, on s'intéresse au PDCI RDA. Que se passe-t-il au PDCI RDA? Selon le quotidien Le Matin, l'entourage de Bédié est en feu. La raison, Madame Bédié serait en colère contre Maurice Kakou-Gikawe. Face à cette situation, le confrère pose cette question. Y aura-t-il un remaniement avant la prochaine convention du parti? Plus de détails dans Le Matin. Et puis on continue, on parle toujours, on reste dans le giron de l'un des plus anciens partis d'Afrique, on reste toujours avec le PDCI RDA. Oui, et c'est avec le Jour Plus qui indique qu'Henri Konan Bédié tempère ses ardeurs. Le quotidien le dit avec ces mots, Bédié met de l'eau dans son vin. Le Jour Plus souligne que le Sphinx de Daoukro demande désormais à ses militants de mener une opposition politique et non physique. Et c'est dit que ça chauffe au RHDP.
Oui, à l'approche de la présidentielle et pour atteindre son objectif qui est de gagner par un coup KO, le président de la République, selon le quotidien L'Expression, met une grosse pression sur les cadres du RHDP. Selon le confrère Alassane Ouattara, a donné une feuille de route précise aux cadres du parti et leur a demandé de se conformer à elle. Plus de précisions dans L'Expression de ce jour. C'est fini? C'est pas fini, hein? Eh oui, il y en a encore. Ah oui, on continue avec le patriote qui tense l'opposition. Oui, selon le confrère, l'opposition ivoirienne refuse de grandir. Elle dit non à tout et n'a pour seule arme que la contestation et la violence. Et grosse saisie pour la Marine nationale. Oui, c'est ce qu'indique le site d'information 7info. Ce lundi 3 février 2020, les unités spécialisées de la marine ivoirienne ont intercepté dans les eaux ivoiriennes une pirogue transportant, tenez-vous bien, 411 kilos de cocaïne. Dis donc. Eh bien, dis donc. Ça en fait du trafic. Hein. Et je rappelle que c'est à la suite d'un appel anonyme. Oui. Ça a été suivi vraiment de très près par le ministre, nous dit-on, dans certains endroits. En tout cas, chapeau et félicitations. Il faut suivre la traçabilité de ce qui a été saisi après pour que ça reste vraiment bonne position. Et on fait confiance aux autorités pour ça. Merci beaucoup, Renaud. Merci. Matin Bonheur se poursuit, mesdames et messieurs, pour parler maintenant de ce qui est vrai, ce qui est faux, enlever le bon grain de l'ivraie, faire en sorte que l'information servie à la table donc, de toutes les informations soit vraiment de très bonne qualité. Et lui, c'est son rôle. Il s'appelle Lansina Ouattara, fraîchement arrivé de voyage, où il va peut-être traquer l'info vraie. Et il nous revient dans le cadre de Vrai ou Faux. C'est juste après ceci. On saurait dire bonjour sans dire Akwaba. Vrai ou faux? Bienvenue, bonjour. C'est vrai? L'Akwaba est vrai ou c'est faux? Vous venez d'arriver vraiment? C'est pas un fake? Voilà. Très sincère, Non, mais tout ce qui se dit ici est vrai. Hein. On trie vraiment l'information pour la distiller à nos téléspectateurs. On aimerait avoir un petit point, mais sûrement qu'en fin d'entretien, on va tabler sur le sujet du jour. Les fake news ou fausses informations les plus répandues sur le coronavirus. Dites-nous tout. Alors, tout à fait. Je pense que depuis quelques temps, depuis quelques semaines, on assiste à une propagation du coronavirus, qui est une sorte, on va dire, de grippe qu'on a détectée en Chine, dans la province de Wuhan, et qui aujourd'hui a fait près de 425 décès et qui touche 27 pays. Sauf que cette propagation de la maladie, quelquefois, on va dire elle va moins vite même que la rumeur, parce que de plus en plus, c'est qu'on a des fake news, des intox qui sont liés justement à la propagation de cette maladie. OK. Et notre réalisateur, tout à l'heure, nous a plongé déjà dans l'une des données. Alors, première info ou intox, l'infusion à base de fenouil ne combat pas le coronavirus. Vrai ou faux? Alors, tout à fait, c'est que beaucoup de personnes, sur les réseaux sociaux, on a constaté qu'on disait quelquefois que la médecine chinoise traditionnelle, quelquefois un professeur dont on ne pouvait pas identifier clairement le nom ou alors d'instituts de médecine traditionnelle, conseillait éventuellement donc, des infusions à base de fenouil pour combattre en fait le virus, mais en réalité c'est une fausse information. Ça ne combat pas réellement donc ce virus. C'est comme par exemple quelquefois pour l'ail ou l'oignon qu'on dit d'ailleurs pouvoir combattre cette maladie, le virus, et c'est tout à fait faux. Alors, on a aussi cette info-là qui va passer sous votre crible. Boire de l'eau ne fait pas partie des mesures de prévention contre le coronavirus. Dites-nous. Alors, effectivement, encore une fois, c'est une fausse information, tout simplement parce qu'il avait été indiqué toujours, à chaque fois, on part, quand vous remarquez ce genre de principe-là, quelquefois, d'un médecin chinois ou alors de la médecine chinoise qui dit qu'il faut boire, il faut humidifier en fait la gorge pour que le virus en fait ne puisse pas se propager. Mais en réalité, c'est une, on va dire, c'est une fausse information parce qu'en réalité, comme l'indique en fait un spécialiste de la question, c'est que c'est en fait, si vous voulez, c'est plus pulmonaire et non buccal. Donc, quand vous humidifiez en fait votre gorge, ça n'a aucune incidence. Aucune incidence pourrait être atteinte. Ça, c'est dit. Docteur Lassina a parlé. Alors, cette image... non, je sais. Là, c'était fake. Le docteur S est faux. Alors, on va voir une image maintenant, mesdames et messieurs, grâce à la dextérité de notre réalisateur, et on va savoir si cette image-là n'est pas une image de gens malades de coronavirus en Chine. Est-ce qu'on peut avoir cette image? Alors,
Merci beaucoup. Oui. Alors, Qui a cette pollué image la donc, a toile. fait justement le tour de la toile, le tour du monde, où on indiquait qu'à Rouen, justement, les gens tombaient en fait par dizaines, par centaines, par milliers dans les rues, dû donc au virus. Et cette image a été partagée. Image apocalyptique. Hein. Tout à fait. Avec un vocal. Et c'est tout à fait effrayant. Mais en réalité, quand on remonte en fait avec cette image, qu'on fait une sorte de recherche d'image inversée, comme on avait indiqué ici avec Google Images ou alors InVid, le logiciel qu'on avait présenté, et je trouve que ça nous ramène à 2014. Et 2014, et quand on fouille bien, on se rend compte en réalité que c'est une performance artistique qui date de 2014, en Allemagne, à Francfort. C'était plutôt pour essayer de sensibiliser sur près de 500 personnes qui avaient perdu la vie, on va dire, dans un camp de concentration. Exactement. Wow. C'était une performance artistique et non justement des populations chinoises atteintes de coronavirus. Alors, une autre question à vous soumettre. Les masques efficaces contre le coronavirus, dites-nous? Alors, selon vous? Donne ma langue au chat, au masque. Moyen. Très bien. Alors, effectivement, c'est-à-dire que c'est une information en fait à nuancer. Parce que si vous êtes malade, évidemment, donc, que vous mettez un casque, ça évite de contaminer les autres. Un masque. Donc, ça évite de contaminer les autres et c'est tout à fait, on va dire, approprié. Par contre, si vous n'êtes pas malade, que vous portez un masque et vous avez en face de vous quelqu'un qui est malade, ce n'est pas forcément que ça vous protège parce qu'en réalité, il y a plusieurs sortes de masques. Il y a des masques donc, avec des ouvertures sur le côté. Et les masques en fait, chirurgicaux qu'on voit tous les jours, ça ne protège pas réellement. Il y a des masques qui sont plus adaptés avec des fermetures, donc on va dire sur tout le visage, quelquefois. Il n'y a pas d'ouverture sur les côtés qui sont, on va dire, des masques les plus adaptés. Donc, on va dire que c'est une information en fait à nuancer. Ça protège dans certains cas et ça ne protège pas, je veux dire, dans l'absolu. C'est bon à savoir. J'espère, mesdames et messieurs, que vous êtes à vos calepins afin de prendre toutes les notes possibles. Les masques, c'est fait. La solution saline contre la maladie. Quid de cette fameuse solution saline, vrai ou faux? Faux. Faux tout simplement parce qu'en réalité, encore une fois, et comme l'expliquent les spécialistes, et je pense que dans ce genre, quelquefois, de cas où on parle on va dire de la question de santé, il est toujours bon, quelquefois, d'aller faire des recherches parce que quelquefois, c'est sur Internet qu'on retrouve, on va dire, ces informations, d'aller faire juste une petite recherche, de taper soit solution saline, coronavirus, et vous allez trouver quelquefois qu'il y a un certain nombre d'informations qui vous sont données. On va vous démentir quelquefois des sites ou alors des médias sérieux comme Le Monde, comme, je ne sais pas, CNN, etc. Donc, vont vous donner plus d'informations pour vous indiquer que l'information a déjà été démentie. Donc, encore une fois, les solutions salines donc, ne peuvent pas combattre le coronavirus. Faire attention à tout ce qu'on voit sur Internet. Alors, le coronavirus actuel n'a pas été créé aux États-Unis en 2003 et breveté. La question vous est posée. Alors, les recherches, je pense que, comme on l'a indiqué, je pense que nous, on a pu voir tout ce qu'il y avait quelquefois des images qu'on a partagées via WhatsApp, Facebook ou Twitter qui disaient que le virus avait été créé par les Américains, breveté, pour pouvoir en fait le garder et s'en servir dans une guerre, soit contre la Chine ou alors contre d'autres pays. Mais en réalité, il s'agit bel et bien d'un virus qui a été donc breveté. Mais en fait, il faut savoir que pour pouvoir créer quelquefois des vaccins ou alors des antidotes, on est bien obligé donc de passer quelquefois par là. Et ce qui a été fait dans ce cas-là, c'est qu'on va dire qu'on a essayé de faire un séquençage, comme on l'appelle, un séquençage en fait du génome du virus, de sorte à ce que donc on puisse découvrir le virus, d'où il vient, qu'est-ce qu'il y a en réalité dans le virus, c'est-à-dire que c'est le gène en réalité du virus où on le découvre dans toute sa totalité. Et quand on sait plus sur le virus, on a la possibilité donc d'avoir l'antidote ou alors d'avoir un vaccin. Et dans ce cadre-là, justement, il ne s'agit pas donc de coronavirus maintenant, il s'agit plutôt on va dire, du SRAS, qui était apparu donc en 2002 ou 2003, qui avait fait près de 500 morts, donc on va dire, à travers le monde. Absolument. Autant de choses à savoir. Hein. Autant ça fait froid dans le dos, mais c'est bien aussi de savoir tout ça. Récemment, on parlait de l'Afrique qui était un peu protégée du fait de la très grande chaleur. Là, ce matin, on va parler maintenant du froid qui permettrait de lutter efficacement contre le virus. Vrai ou faux? Alors, je pense qu'on rentre quelquefois dans ce genre de considération parce qu'il paraît que l'Afrique
évidemment, donc, comme il fait chaud, on ne peut pas avoir le virus. Et de l'autre côté, on nous dit comme il fait froid, donc le virus ne peut pas se propager. Donc on est réellement dans des contradictions quelquefois qui n'ont pas de fondement scientifique, ni, on va dire, de fondement d'un point de vue de la médecine. Et du coup, donc, quelquefois, on a tendance donc, à partager et à croire cela. En réalité, de quoi il s'agit, c'est que quand vous êtes en zone tempérée, évidemment, donc, ça peut freiner le virus, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on ne peut pas donc, contaminer quelqu'un ou alors qu'on ne peut pas l'attraper. C'est juste qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que la maladie se propage? C'est vrai, c'est 27 pays, on n'est pas encore au stade d'endémie, mais on va dire que c'est dû au fait qu'il y a des mesures préventives. Je pense qu'on a dû voir ce que la Chine a pris comme mesure de confinement, quelquefois d'un certain nombre de personnes dans des provinces, surtout à Wuhan, là où c'est l'épicentre réellement du virus, et ce qui fait qu'il y a moins de propagation, mais on a quand même cette propagation. C'est pas ni au froid, c'est pas dû ni au froid, ni à la chaleur, etc. Donc, ils peuvent protéger. C'est simplement donc un virus qui apparaît donc à un moment donné dû à, je pense, qu'un système fait soit de l'environnement, soit de la transmission donc d'un animal à l'homme. Pour l'instant, donc, les études sont en train d'être faites. Et en ce moment-là, une fois que les résultats seront, on va dire, donnés, parce que le séquençage en fait, du virus maintenant est en train d'être fait, une fois qu'on aura donc de plus amples informations, donc, on pourra dire réellement donc d'où ça vient. En tout cas, il y a tant à dire. Hein. C'est sûr que vous revenez. Aujourd'hui, on a deux doses avec vous. Et on aimerait porter aussi le regard un peu superstitieux sur ce qui se dit, notamment avec les Simpsons, qui auraient prédit l'arrivée du coronavirus. Ce sera juste après la pub et le bloc météo et JT. Bloc météo JT pour le deuxième passage de notre ami Régis. Je rappelle que nous sommes en compagnie de notre spécialiste de la certification de l'information sur Matin Bonheur. Avec lui, nous avons parlé bien sûr de toutes ces questions-là qui se posent sur la toile, à tort ou à raison, par rapport au coronavirus. Aujourd'hui, on a près de 500 morts en Chine, pratiquement, et vraiment, on espère que ça va se régler. Allez, on peut aller maintenant, ça se règle maintenant, et puis on s'en va pour la deuxième salve d'infos. C'est Jacques Brou qui réalise cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour. Découvrons sans plus tarder ce que Dame Nature nous réserve pour cette journée du mercredi. On notera un début de matinée qui sera marqué par la présence du brouillard ou de la brume humide sur les zones du littoral et du sud forestier avant de faire place à un temps généralement ensoleillé. Les zones de la bande centrale seront sous des vents humides. Un temps partiellement nuageux sera observé. Le nord sera dominé par le renforcement des vents secs et froids de l'harmattan. Ainsi, les températures seront basses. Pour les températures, ils afficheront 24 degrés à Abidjan et à Adiaké, 22 degrés à Bondoukou-Boaké et Daloa, 23 degrés pour la ville de Dimokro, 24 degrés à Gagnoa, 22 degrés à Korogo, 20 degrés à Mans et Odiéné, 25 degrés à San Pedro et Sassandra, 24 degrés à Tabou et enfin 23 degrés à Yamoussoukro. Durant cet après-midi, les vents secs de l'harmattan se renforceront pour atteindre les régions du sud forestier en milieu ou en fin de période. Une sensation de temps relativement sec se fera ressentir sur les régions du sud forestier. Le littoral sera sous des passages nuageux avec par moments de faibles brises de pluie et la bande centrale sera sous un temps généralement chaud et sec. Le mercure affichera 32 degrés à Abidjan et à Adiaké, 35 degrés à Bondoukou-Boaké et à Daloa, 36 degrés à Dimboukro, Gagnoa et Korogo, 35 degrés pour la région du Tongpi, 36 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 34 degrés à Sassandra, 33 degrés à Tabou et enfin 36 degrés dans le district de Yamoussoukro. Merci d'avoir suivi avec attention ce point météorologique. Excellente journée à tous et à chacun.
L'actualité africaine, c'est tout de suite et maintenant. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. En Guinée, les législatives du 16 février ont été reportées au 1er mars, selon un décret du président Alpha Condé lu hier soir à la télévision. La présidence a annoncé également que le scrutin serait couplé à un référendum constitutionnel. Une consultation référendaire sur le texte d'une nouvelle constitution pour le pays. Un nouveau texte fondamental qui provoque une forte défiance. Depuis la mi-octobre, la société civile et l'opposition manifestent contre cette profonde modification de la constitution guinéenne de 2010. En Algérie, son procès en appel aura lieu dimanche 9 février au tribunal de Blida, mais l'état de santé du frère de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika suscite l'inquiétude des autorités. L'état psychologique de Saïd Bouteflika, 62 ans, inspire de vives inquiétudes aux responsables de l'armée et à la direction de la prison militaire de Blida, où il est incarcéré depuis mai 2019. Dépressif, supportant très mal sa détention et sa condamnation le 25 septembre 2019 à 15 ans de prison. Le frère cadet du président déchu, Abdelaziz Bouteflika, a été placé sous surveillance 24 heures sur 24. Le Gabon a annoncé lundi avoir levé 1,750 milliards de dollars, environ 900 milliards de francs CFA sur les marchés internationaux. Il s'agissait notamment pour Libreville de faire racheter partiellement une précédente obligation émise en 2013 et dont une première échéance tombait en décembre 2022. Au Bénin, c'est une végétation toute particulière, protectrice des berges et des côtes contre l'érosion. C'est aussi un véritable puits de carbone qui pousse dans les zones humides. Malgré ses nombreux bienfaits, les mangroves souffrent le martyre et risquent de disparaître. Reportage. C'est une végétation providentielle des milieux lagunaires. Une végétation qui regorge d'importantes potentialités. Une végétation caractéristique de certaines zones humides du Bénin. Nous sommes ici sur le site Ramsar 10-18, un écosystème humide reconnu par la Convention de Ramsar. Ici, c'est une formation épicole, mais typique, qui ne vit que là où l'eau est saumâtre. Et quand on fait un transet, c'est-à-dire on fait une coupe, on a des espèces très précises en allant du milieu de la lagune vers l'extérieur, ou bien allant de l'extérieur vers le milieu. Dans ce milieu, on ne retrouve que ces plantes, ces ligneuses, des mangroves, un milieu sélectif au plan biophysique. Il ne laisse pousser que ces palétuviers. Vous savez, nous sommes au bord de la mer, c'est la salinité, etc. Donc il faut que la plante puisse gérer cette salinité-là. C'est un milieu vaseux, un milieu asphyxique. La mangrove, lorsqu'elle est en bande le long de la berge, elle protège la berge contre l'invasion des sédiments, donc contre l'érosion. Une caractéristique de la mangrove, protéger les berges et les côtes contre l'érosion. Mais il y a mieux. Au-delà de quelques espèces à grandes feuilles, c'est l'écosystème qui séquestre le plus le CO2 atmosphérique. Même quand on coupe, le soir on peut mettre dans le feu. Ça prend. Ça ne peut pas construire des trucs en tôle, parce que vous voyez, c'est très tordu. Ce bois-là, il est imputrescible. Et les termites ne l'attaquent pas. La mangrove, une plante aux bienfaits multiples. Elle sert aussi de frayeur aux ressources halieutiques, aux oiseaux et aussi aux herbivores des zones humides, les citatongas. En cas de haute marée, en cas de problème où l'eau doit monter par là-bas, ça sert de barrière. Ça freine un peu la force de l'eau pour atteindre le continent. Dans le même temps, s'il y a inondation en plein continent, c'est qu'au moins, les populations, si l'eau les transportait, elles pourront au moins s'accrocher, s'agripper à cette mangrove. Donc, c'est pourquoi nous avons intérêt alors à préserver vraiment cette forêt. En plus de la végétation qu'on peut voir, nous avons les oiseaux qu'on peut voir. On peut surprendre des animaux à quatre pattes, des primates ou quelques raffois, des antilopes, dans ce milieu.
Il y a des variétés d'oiseaux, par exemple, qui quittent les Pays-Bas pour venir passer l'hiver de l'hémisphère nord au Bénin ici. Et repartent après, à la fin de leur hiver. Et reviennent chaque année, ils font des mouvements. Une forêt particulière à protéger, mais elles sont en danger. De 1980 à 2010, le Bénin a perdu près de 30% de la superficie de cette végétation à cause des actions humaines, une régression qui nuit dangereusement à la survie de l'homme sur Terre. Voilà, c'est ici que prend fin ce coup d'œil sur l'actualité africaine. On se retrouve à 7h. Merci à vous, Régis Kofi, joli, hein, avec oui, ce beau panorama du côté Très du beau, Bénin. du Bénin. Le Bénin, c'est joli le Bénin. Hein. C'est joli quand même le Bénin. Ouais, c'est joli, c'est joli. Il faut qu'on parte un jour là-bas quand même. Ah oui, franchement? Ouais, il faut qu'on parte. D'accord. Ne vous en faites pas. Oui, je vous reçois. Justement. On va aller à Djerek Bay, on va aller à Godomé, tout ça, je vais vous inviter. Mais d'accord, c'est super. Les vacances, c'est dans quelques mois. La famille va vous recevoir avec beaucoup d'honneur. On va programmer ça, super. Voilà, les téléspectateurs sont invités aussi? Les téléspectateurs, oui, ils sont invités. D'accord. Ils sont invités. Ça, c'est un convoi, hein? Ah oui, ça, c'est un vrai convoi. convoi. D'accord. Un vrai convoi à Kassa, à Bolo, tout. Ah, il y a Lassine Fofana qui dit Ah un bon, vous convoi venez de aussi l'intégration. Ok. Allez, Bénin, on arrive. Et pour le moment, on va rester bientôt. un peu à Abidjan. Bientôt. Voilà, on arrive bientôt, on reste en Côte d'Ivoire à la station de la RTI. Et puis, revenir sur ces fake news-là, notamment votre regard sur cette superstition avec les Simpsons qui auraient prédit l'arrivée du coronavirus. Alors, sur la question, je pense que ça fait plusieurs coïncidences et à chaque fois, donc, les Simpsons, on va dire, reviennent comme une sorte, on va dire, d'excuse ou alors de prétexte éventuellement quelquefois. Je pense qu'on a dit que les Simpsons avaient prédit donc l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, qui avait prédit donc le décès de Kobe Bryant, etc. et tout ça. Je pense que quelquefois c'est juste des coïncidences, parce que dans tous les cas, c'est que par exemple au niveau de Trump, c'est qu'il avait des ambitions présidentielles, c'était quelqu'un donc qui avait des ressources. Un jour ou l'autre, forcément, ses ambitions allaient aller forcément vers la Maison-Blanche. Donc ça, c'est pareil. Alors pour les Simpsons également, on va dire c'est l'épisode, c'est quoi l'épisode normalement qui montre que Homer a été, on va dire, contaminé par un virus après avoir reçu un paquet qu'il avait ouvert. En réalité, c'est une coïncidence parce que non seulement ce paquet, donc, il ne vient pas de Chine, il vient plutôt du Japon. Et ça date réellement de longtemps. Parce qu'il faut savoir que les virus, quelquefois, coronavirus, etc., on en a déjà eu donc en Chine. Donc, ce n'est pas forcément un fait nouveau. Et quelquefois, en fonction des périodes, quand vous regardez le Japon ou alors quelquefois la Chine dans un certain nombre de provinces ou de régions, c'est qu'on a tendance donc à mettre des masques parce que quelquefois là-bas, ils ont quelquefois voilà, des rhumes, des grippes, etc., des choses qui s'attrapent plus facilement. Et dans le cas du Japon, c'est que même par mesure sanitaire, et les Japonais, je pense que si vous avez déjà été au Japon, vous allez constater que les Japonais sont très à cheval sur la propriété. Vous les voyez quelquefois nettoyer les rues à grande eau, vous les voyez chaque vendredi, soit au samedi. Donc on nettoie même quelquefois des immeubles, on nettoie tout ce qu'il y a réellement comme on va dire espace public, etc. parce qu'ils sont très à cheval dessus. Et du coup, on a tendance donc à porter des masques. Et bien sûr que on va dire dans la scénarisation, dans la volonté quelquefois de montrer un peu donc, on va dire ce côté un peu maniaque. Voilà, on a tendance donc à mettre des masques et à faire référence donc quelquefois au Japon, à l'Asie quand il s'agit de grippe ou alors de maladies pulmonaires. Là, on parle des fakes sur le coronavirus. Il y a aussi des actes concrets qui frustrent certaines personnes, notamment la communauté asiatique. En France, par exemple, dans le métro, il y a un hashtag qui est subséquent à cela. Je ne suis pas un virus. Quand on voit une personne qui a un peu les yeux bridés, qui est de type asiatique, donc on a tendance à repousser. Ça fait partie d'une stigmatisation qui est un peu dans cet environnement-là. Alors, moi, j'aimerais revenir sur certaines idées dites reçues ou pas. Est-ce que la consommation de la viande de chauve-souris est à l'origine du coronavirus? Alors, sur la question, je pense qu'on parle toujours des stéréotypes, donc au niveau des, on va dire des Asiatiques, parce qu'il faut savoir que les Chinois et les Asiatiques en général ont tendance donc à manger quelquefois des choses qu'on ne... Ils mangent tout. Si on veut. Voilà. Ils n'ont pas de restrictions alimentaires. Ils n'ont pas réellement donc, de restrictions alimentaires ou alors on a quelquefois on va dire des goûts qui sont différents des autres parce qu'en même temps, on tombe dans le stéréotype donc, raciste ou alors quelquefois dans la thèse complotiste qui veut dire que, par exemple, l'Asiatique donc, mange tout, a tendance donc à manger des choses qui ne sont pas forcément donc, correctes ou alors comestibles donc, pour l'occidental ou l'Africain. Et on a tendance réellement donc, à voir
cela dans une sorte de logique raciste, etc. Et ça, c'est des choses aujourd'hui qui restent des stéréotypes. Alors, sur la viande de chauve-souris, d'après les recherches donc, qui ont été faites, c'est que les Chinois, en tant que tels, ne sont pas amateurs de viande de chauve-souris. Bien au contraire, c'est plus en Indonésie qu'on mange de la viande de chauve-souris. Et vous allez voir qu'en Indonésie, donc c'est le même, on va dire, c'est le même type de personnes, des Asiatiques, etc., avec des yeux bridés, avec la peau plus ou moins jaune, etc. Et tout. Donc, quand vous avez des images sur YouTube, qu'on partage sur Facebook ou sur Twitter, quelquefois, ce n'est pas forcément donc de la Chine qu'il s'agit. Et d'après les recherches, d'ailleurs, qui ont été faites, et le fact-checking qui a été fait par nos confrères, on va dire, des observateurs de France 24, on est allé, et toutes les images, en fait, en réalité, qu'on voit quelquefois avec de la soupe de chauve-souris, etc., il ne s'agit pas en réalité donc de la Chine. Vous avez quelquefois, c'est une zone qui est fréquentée par des touristes, quelquefois asiatiques, japonais, chinois, etc., et on montre des images quelquefois où on n'a pas la possibilité donc d'identifier clairement donc de quel type de personnes il s'agit. Est-ce des Chinois, des Japonais ou des Indonésiens? Mais dans tous les cas, c'est que les pays où on consomme plus la viande donc de chauve-souris, c'est plus l'Indonésie et non la Chine. Et d'ailleurs, là-bas, ça ne va pas partir réellement en fait, des mets les plus prisés. Et parlons toujours du coronavirus. C'est vrai que vous n'êtes pas, on va dire, médecin en tant que tel, mais par le mode de transmission, on aimerait avoir une pensée pour nos chauves-souris aussi du plateau ou même de la consommation qu'on en fait à Abidjan. On devrait s'inquiéter? Alors, c'est justement ça. C'est-à-dire qu'on peut faire, en matière de fake news, c'est qu'on a la tendance à faire des parallèles tout de suite. Oui. On va nous dire... c'est un consommateur de la viande de chauve-souris qu'on attrape dans le coronavirus. Et donc, il faut faire attention au plateau, il ne faut plus fréquenter le plateau. Ou alors, il y a des chauves-souris peut-être qui viennent de Chine, etc. Et donc, ils pourraient transmettre la maladie. Et quelquefois, les rumeurs vont, je veux dire, de cette façon-là, de pouvoir faire le parallèle ou alors de faire la corrélation tout de suite avec, je veux dire, un fait qui est une réalité et de pouvoir transposer quelquefois, donc de faire peur, de choquer ou alors de créer de l'émotion donc, auprès des gens. Je pense que pour l'instant, en tout cas la Côte d'Ivoire, jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à maintenant, les mesures sanitaires, on va dire, prises par le gouvernement donc, sont en ce moment donc, mises en œuvre et permettent évidemment de ne pas constater de cas. On avait eu juste un cas qui avait été suspecté venu donc, de Chine, une étudiante de 34 ans, mais après les analyses de l'Institut Pasteur d'Abidjan et également donc les prélèvements qui ont été faits et transmis à l'Institut Pasteur donc de Paris, les résultats ont été négatifs. Donc jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de cas de coronavirus en Côte d'Ivoire. Et le ministère de la Santé et l'État de Côte d'Ivoire est allé plus loin. Tous les passagers du vol qui étaient en contact avec, de manière directe ou indirecte avec la dame, ont été passés au crible et vraiment on peut rassurer tout le monde. Merci infiniment à vous, Lansina Ouattara. On reviendra hein, si vous ne voyagez pas parce que vous êtes un Magellan de la télé la semaine prochaine sur d'autres cas comme ça à décortiquer. Matin Bonheur se poursuit, mesdames et messieurs. La bonne nouvelle, ma très chère Alix, c'est que les Chinois ont terminé l'hôpital en 10 jours. C'est vrai qu'il y a l'épidémie de coronavirus, mais vraiment, il ne faut pas taire cette performance chinoise. Un hôpital de 1000 lits en 10 jours, ça doit figurer dans le Guinness Book. Exactement, un record que seuls les Chinois ont, on va dire, la recette. On aimerait aussi copier cela pour voir des infrastructures aussi sortir aussi rapidement pour le bonheur des populations. Là, il y a eu un sursaut national et puis il y a eu plein de dons de mécènes, de patriotes du côté de la Chine pour pouvoir résorber efficacement et rapidement cette épidémie de coronavirus. Et puis vraiment, on aime cet esprit chinois là, de la détermination. Face à ce qui arrive de mal, il faut être toujours déterminé et solidaire. La solidarité, la détermination, ça tombe bien, deux notions qui sont très utiles en entreprise. Mais comment faire pour avoir la détermination et la solidarité? Ça passe par plusieurs moyens. Et il y en a qu'on appelle comme ça le team building. C'est quoi un team building? Et puis, quelles sont les incidences que ça a en entreprise? Il y a un spécialiste qui est là spécialement pour parler de ça. On va team builder juste après ceci. Et oui, le spécialiste est là en plateau avec nous, en la personne du coach Yoman, qu'on a plaisir de retrouver. Bonjour coach. Bonjour, comment vas-tu? Ça va, ça va. Ben, c'est un plaisir. C'est février, mais on peut quand même continuer de se souhaiter les vœux. Oui, on allait le faire, hein, oui. Bonne année à vous. Beaucoup de team building. Beaucoup, oui. Justement, les team building. Beaucoup de bonheur, oui. C'est ça. Alors, on pourrait avoir la définition du team building pour nos téléspectateurs d'entrée de jeu. Ok, déjà, il faut savoir que le team building est un concept qui est tiré de l'anglicisme team building, team pour équipe et building pour construction. À la vérité, ce concept de team building date de
d'au moins 80 ans à peu près, même peut-être plus, hein, en arrière. C'est normalement dans les années 1927-1928 que Sir Elton Mayo, qui va travailler justement pour le compte d'une entreprise face à certaines difficultés. Une entreprise dans le domaine de l'électricité aux États-Unis, à Chicago précisément. Et Sir Mayo va comparer un certain nombre de résultats. Il va voir que dans certaines conditions de température et de pression, certains employés donnent le meilleur d'eux-mêmes par rapport aux résultats attendus. Et puis, dans certaines autres circonstances, les résultats sont différents. Et il s'est rendu compte que les employés qui travaillaient dans un esprit de cohésion et d'équipe finissaient par produire plus de résultats, plus de performances que ceux qui étaient constitués en groupe et qui, chacun ayant son objectif personnel ou son objectif individuel, produisait moins de résultats. Mais dans la forme actuelle qu'on connaît au team building, c'est vraiment dans les années 80, aux États-Unis toujours, que la dimension sportive, la dimension, on va dire, récréative, la dimension ludique va lui être associée pour donner, à partir des années 2000 à peu près, en France et depuis quelques années en Côte d'Ivoire, en Afrique subsaharienne, francophone noire, on va voir vraiment la montée en puissance de cette activité de coaching qui est rattachée vraiment au travail de coaching que nous pouvons constater. Alors, il y en a qui disent que le team building, certains partagent cette assertion-là, hein, à tort ou à raison, que le team building est une vue de l'esprit, c'est un mythe, parce qu'en entreprise, il y a la concurrence, il y a l'hypocrisie, il y a le côté sournois, chacun veut tracer sa route. À quel moment on peut penser solidarité réellement et comment faire pour réaliser cette prouesse-là? Oui, il est évident que, comme je l'ai toujours dit sur ce plateau, l'hommerie existe, c'est-à-dire la science de la particularité des individus. Tout à fait. Mais en même temps, il faut comprendre que c'est une science exacte, le team building. Le problème, c'est que très souvent, malheureusement, on a confondu regroupement, divertissement, moment de fou rire, etc., à team building. Non, malheureusement, beaucoup de personnes pensent que quand on se retrouve quelque part, en entreprise, on organise une sortie, il y a du divertissement, il y a à boire, il y a à manger, c'est du team building. Non, le team building répond à un certain nombre de critères, à un certain nombre de travail préparatoire. Et en général, on le subdivise en 3 grandes étapes pour avoir l'effet escompté. Il y a ce qu'on va appeler le rendez-vous avant le team building qui permet en fait à l'entreprise qui est commandeur de l'activité du team building ou qui est demanderesse de l'activité team building de dire exactement les raisons pour lesquelles elle veut organiser le team building. Est-ce qu'il y a un changement? Parce que oui, on organise un team building parce qu'il y a un changement dans l'équipe. Par exemple, on a une fusion, une entreprise A qui travaillait dans tel domaine a fusionné avec une entreprise B, ce qui suppose qu'il y aura des rencontres d'individus. On suppose par exemple qu'il y aura un RH de l'équipe A, directeur des ressources humaines de l'équipe A, qui va rencontrer le directeur des ressources humaines de l'équipe B. Forcément, il y a affrontement parce qu'il y a leadership. Il y a forcément l'idée de qui va supplanter l'autre, qui sera le directeur, qui sera l'adjoint. Pour négliger les forces de frottement. Exactement. Voyez-vous, il y a aussi cette dynamique, en fait, aussi du changement. L'entreprise va amorcer une phase importante dans son développement. On peut prendre le cas de la RTI, par exemple. On peut se dire, aujourd'hui, la RTI veut amorcer une phase de son développement qui fasse que les employés de la RTI puissent travailler je ne sais pas moi, dans un cadre où ils vont faire une sorte d'activité télévisée dans des contextes un peu de ski, dans des contextes montagneux, etc. Ou en forêt, par exemple, avec les images. C'est le moment maintenant de montrer les images. Exactement. Oui, et à la vérité, ils ne sont pas forcément préparés, ils ne sont pas forcément dans cet esprit-là depuis longtemps. Une activité de team building va permettre de faire en sorte que, premièrement, on puisse avoir ce qu'on appelle la cartographie des membres de cette entreprise ou des employés de cette entreprise, et on va faire ce qu'on appelle un test de personnalité. Le test de personnalité va permettre au coach de savoir exactement quelles sont les différentes personnalités à l'intérieur de cette équipe, et il va monter maintenant une activité de team building qui va correspondre justement à cet esprit de cohésion, à cet esprit de solidarité que l'entreprise souhaite avoir. Et justement, pour étayer vos propos avec les images qui sont diffusées là, on voit plusieurs couleurs de ballons, on voit plusieurs groupes qui sont composés. Vous pouvez les commenter pour... Là, on est en pleine activité de team building. Le but ici étant de travailler sur le fait de casser l'esprit d'individualité
l'individualité pour créer une collectivité. Alors vous voyez que ces ballons-là, et c'est vraiment la dimension ludique du team building, puisque l'expression joindre l'utile à l'agréable n'a jamais trouvé sa définition que dans un team building. Alors vous voyez là que nous avons deux équipes, une équipe des Bleus et une équipe des Rouges. En fait, les ballons de Vaudruche ici vont permettre au coach de montrer la nécessité du travail en équipe. Chacun va y mettre du sien, donc on va apporter de l'air à l'intérieur des ballons, on va gonfler les ballons, etc. Et puis au bout d'un moment, le coach va demander à chacun d'aller poser son ballon dans un endroit qu'il a indiqué. En mentionnant justement son nom sur le ballon en question. Et à un moment donné, tout le monde se regroupe et on demande à chacun d'aller récupérer son ballon. Pour ceux qui ont participé à l'activité, c'était extraordinaire parce que chacun se ruait sur son ballon à lui, chacun voulait récupérer son ballon. Et c'est ça justement, quand on est dans le contexte de l'entreprise et qu'on ne travaille pas en groupe mais en équipe, chacun recherche son intérêt. Chacun recherche en fait à tirer son épingle du jeu et malheureusement, on a eu des ballons qui étaient cassés, on a eu des personnes qui n'ont pas pu dans le temps imparti récupérer leur ballon. Mais quand il s'agissait dans la deuxième partie de ne récupérer qu'un ballon de notre équipe, ça a été plus rapide. Il y a eu plus de cohésion, plus d'impact parce que le but était commun. C'était justement d'avoir à prendre le ballon de l'équipe. Et c'est ça justement la percussion du team building. Alors vous avez dit un mot très important, commun. Commun, la communauté, le partage. Aujourd'hui, comment on vit l'entreprise par rapport à il y a 50 ans, 30 ans? C'est vrai que le team building existe depuis plusieurs années, mais il y a l'environnement qui change, il y a les manières de penser qui changent, il y a les réseaux sociaux, il y a un peu de tout. Est-ce qu'on team buildise, si on peut parler comme ça, de la même manière en 2020 qu'en 2000 ou en 1990? Forcément, le team building en lui-même intègre la notion, si vous voulez, de l'innovation. Donc, si vous voulez vraiment intégrer une notion de team building dans votre entreprise, il faut que vous puissiez être souple dans la question de l'innovation. Innovation qui veut dire qu'en 1920, les équipes qui se créaient, on a parlé ici des différentes générations. Donc, ces générations-là ont un fonctionnement, ont un réflexe, ont une façon de faire. Et aujourd'hui, on va dire en 2020, où nous sommes dans une entreprise, il est possible de retrouver plusieurs générations. Il est possible de retrouver plusieurs cultures. Aujourd'hui, du fait du déplacement des individus d'un lieu à un autre, on peut retrouver dans une même entreprise des Européens, des Asiatiques. Petite salutation au coronavirus. Ah non, là c'est tendancieux. Là. Non, pas tendancieux. On peut saluer les Asiatiques en saluant le coronavirus. Non, façon de dire quoi? Façon de dire qu'il faut tenir compte de ces choses-là. Parce qu'à un moment donné, même si on est dans un contexte d'entreprise et qu'on se dise parce qu'il y a une information qui circule, et qu'on est en entreprise et que je n'adresse plus la parole, le team building ne fonctionne plus. Ça veut dire que le but était ici de dégager l'esprit de chaque personne à l'intérieur de l'entreprise. Les vidéos qu'on voit de manière hilarante justement sur le coronavirus. Et ça peut casser justement. Et c'est l'un des aspects dans le team building. C'est-à-dire que parfois, malheureusement, une mauvaise rumeur colportée dans l'environnement de l'entreprise, un SMS qui a circulé, va créer une atmosphère assez compacte, assez difficile et finalement, on va se rendre compte qu'on n'est plus vraiment à l'aise pour travailler. C'est là où les détracteurs du team building trouvent justement leurs limites, puisqu'on peut être professionnel, on peut être diplômé, on peut être qualifié pour un poste, mais l'environnement dans lequel on se retrouve pour travailler peut être une limite assez significative dans l'expression de ce savoir ou de cette capacité. Et puis, n'oublions pas que très souvent, et ça c'est vraiment un exemple qui nous a permis, nous en tant qu'organisateurs team building, de réaliser la percussion d'un team building. Alors, nous sommes invités dans une entreprise de la place, une entreprise, on va dire, multinationale de la place. Et puis, c'est des personnes qui ont des PhD. C'est des personnes qui sont calées, comme on dit, de façon intellectuelle. Le problème, c'est que, comme chacun connaît son travail et que chacun sait ce qu'il a à faire, il ne se trouve pas obligé d'adresser la parole à un autre. Et pourtant, un document doit partir d'un directeur à un autre directeur. Le problème, c'est que chacun cantonne le dossier à son niveau et les objectifs qui doivent être des objectifs communs pour la fin de l'année, qui doivent avoir, par exemple, des impacts sur des études environnementales, des impacts sur la santé, des impacts sur l'économie, des impacts sur l'écologie, etc. Le document ne peut pas être produit tout simplement parce que chacun est assis sur, comme on dit, sa fierté, sa capacité, etc. Un team building dans cet environnement a permis aux membres de cette entreprise de comprendre qu'au-delà du fait d'avoir une qualification, d'avoir un diplôme assez important, il y avait les relations interpersonnelles qui déterminaient le niveau d'intelligence émotionnelle qui permet à un travail d'être mené à bon port. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
En tout cas, il y a tant à dire sur le sujet du team building. On peut le décortiquer à foison. Merci de votre passage. Et nous, ça nous a fait énormément de bien de participer à ce team building-là lors de notre sortie à la forêt du Bonco en décembre dernier. Merci, coach. C'est moi. Et au plaisir de vous revoir sur le plateau de Matin Bonheur. Matin Bonheur qui se poursuit et qui part tout de suite avec la pub. À chez nous pays, c'était ça. Pour 2020, les 5, 6 et 7 mars 2020, ce sera encore plus d'ambiance et de spectacles. Partenaires, ce message est le vôtre. Diffuseur officiel, la RTI. Du nouveau à RTI Publicité. À l'occasion de la Saint-Valentin, bénéficiez de remises exceptionnelles sur nos packs vitrines pour une meilleure promotion de votre commerce aux heures de pointe. Vous êtes une boutique, un espace de distribution, un magasin, un hôtel, un restaurant ou un maquis. Cette offre est faite pour vous. Contactez vite nos agences RTI Publicité au 22 40 12 50. Plateau 22 40 12 50. Poste 47 43 et 46 32. Cocody de Plateau Vallon 22 40 12 50. Poste 54 20 et 47 92. Boisquet 22 40 12 50. Poste 54 28. San Pedro 64 13 61 36. Célébrons l'amour ensemble en vous faisant découvrir par le grand public. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. Popo Carnaval de Beaunois 2020. Sous l'égide du ministère de la Culture et de la Francophonie et du ministère du Tourisme et des Loisirs, le commissariat général du Popo Carnaval, la Cour royale, l'Haribo et la mairie de Beaunois sont heureux de vous convier à la cérémonie de lancement officiel de la 40e édition du Popo Carnaval de Beaunois, le jeudi 6 février 2020 à Beaunois, au parc Omplousoué à partir de 14h. Contact 22 54 59 16 07 72 93 26. Ivoire, notre bière, notre style. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grand, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, ça lit sa tomate. Alissa?
Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Dernier point de l'actualité dans Matin Bonheur consacré à l'international. Bienvenue dans cette édition. En Chine, de nouvelles mesures de confinement ont été prises hier non loin de Shanghai, la capitale économique, signe de l'inquiétude des autorités face à la propagation du nouveau coronavirus qui a fait un premier mort à Hong Kong. Il s'agit d'un homme de 39 ans ayant voyagé fin janvier à Wuhan, la métropole chinoise où est apparu en décembre le virus. En France, un incendie a ravagé plus de 1000 hectares de végétation hier entre Kenza en Corse du Sud et Solaro en Haute-Corse, sans faire de blessés, attisé par de vents violents qui avaient conduit Météo France à placer la Corse en alerte orange. Les pompiers sont à pied d'œuvre. Au total, 74 véhicules et plus de 200 personnes ont été engagées sur cet incendie. En début de soirée, selon les pompiers, le feu a baissé d'intensité mais restait très actif. Un changement de direction du vent étant attendu. Après plus de 3 années d'enquête, les juges chargés de l'enquête sur la commercialisation de l'antiépileptique Dépakine ont mis Sanofi en examen pour tromperie aggravée et blessures involontaires. Ce médicament, il faut le rappeler, est accusé de provoquer des malformations fœtales. L'information a été annoncée par le groupe pharmaceutique français dans un communiqué lundi. L'entreprise estime que cette mise en examen sera l'occasion de démontrer qu'il a respecté son obligation d'information et fait preuve de transparence. Le gouvernement de la ville de Mexico encourage les sacs réutilisables et les paniers tissés de manière traditionnelle afin d'aider les habitants à réduire leur dépendance au plastique depuis que la ville de Mexico a interdit l'utilisation des sacs en cette matière. À l'échelle mondiale, 33% des ressources en poissons sont surexploitées. La pression est notamment très forte en Méditerranée, selon l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO. Pour lutter contre la surpêche, le consommateur a donc son rôle à jouer. Selon Didier Cassuel, professeur en écologie marine, nous avons droit à 8 kilos de poissons de pêche par personne et par an, en prenant en compte la population à nourrir et le respect d'une pêche durable. En moyenne, les Français en consomment 24 kilos. Il faudrait donc consommer moins de poissons, considérer que c'est une fête lorsqu'on en consomme, dit-il. La première mosquée de la Slovénie a été inaugurée lundi, surmontant des obstacles financiers et l'opposition de nationalistes. La mosquée est l'aboutissement d'une demande d'autorisation déposée dans les années 60, quand ce pays alpin de 2 millions d'habitants faisait encore partie de la Yougoslavie communiste. Les fonds nécessaires ont pu être collectés il y a 15 ans seulement et des opposants ont intenté plusieurs recours pour stopper le projet. En France, depuis les révélations de la patineuse Sarah Abitbol, le monde du sport a décidé de se révolter en écrivant une lettre ouverte. 54 sportifs de haut niveau souhaitent briser le silence. Nous, athlètes français de haut niveau, nous nous sentons révoltés, mais malheureusement pas si étonnés que cela, écrivent-ils. Les signataires sont nombreux et sont tous issus du milieu sportif. La patineuse artistique Nathalie Péchala, Ladi Doucouré, athlète français spécialiste du 110 mètres, ou encore Tatiana Golovin, célèbre tenniswoman, et Teddy Riner, multiple champion du monde de judo. Voilà, c'est tout pour ce 7h. Excellente journée à vous. Merci Régis. On vous retrouve demain, c'est ça, hein? Demain, Demain. Jeudi. Oui, alors, demain, la Saint-Valentin arrive, hein? Vous préparez? Oui, mais la Saint-Valentin, c'est vendredi. Je ne sais pas si on pourra faire... Oui, c'est vendredi, donc ça tombe le week-end. Vous avez le week-end pour vous rattraper. Ah, oui, en plus, vous ne bossez pas vendredi. En plus, vous ne bossez pas vendredi. Enfin, je pensais que vous parliez de... L'année dernière, j'avais donné mon message. Ah, d'accord. Non, cette mais année on pourrait encore... l'enregistrer, il n'y a pas de souci. Et on va le diffuser en direct, ne vous inquiétez pas. On va voir. Avec le cadeau
qui va avec, dans les deux sens du thème. Vous avez appris le son de DJ Léo qui dit il faut donner l'argent, ça fait... Oui, c'est hier que j'ai écouté, on va en reparler. DJ Léo, tu nous as fait ça. Mesdames et messieurs, il a bien fait, hein. Oui, je savais. On va basculer dans la dernière dimension de cette émission avec le projet famille maintenant. Alors, le thème est le suivant. Comment faire face aux changements physiques dans le couple? C'est avec l'un des consultants les plus prisés de la matinale. Il est cash, il est calme, il est serein. Il donne des infos dans tous les sens, mais avec beaucoup de sérénité. On le retrouve juste après ceci. Et oui, grâce à lui, la semaine dernière, mercredi précisément, nous avons atteint le pic des audiences lors de la thématique famille. Avec nous en plateau, bonjour docteur Zabi. Bonjour Alix, bonjour Marco. Bienvenue. Merci à vous. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc aujourd'hui, on parle de comment faire face aux changements physiques dans le couple avec bien sûr la démarche des cas pratiques qui vous sont soumis. Le premier cas, je suis Kofi Honorine. Je vous écris depuis Atiéguaco, c'est du côté de Yamoussoukro, non loin de Yamoussoukro. Mon mari est devenu trop bizarre. Il a 52 ans, mais son affaire de Kambeleya, un peu comme dire le malin, faire le malin, est devenu trop grave. Ce que ses enfants de 18 ans même ne font pas, il est dans ça. Il me met Yomo, c'est une sorte de... Voilà, un produit pour noircir les cheveux. Il met des gommettes, il se décape même la peau. Je parle, mais il ne change pas. Il veut chercher toutes les petites filles du quartier. Plus grave, il sort même avec les amis de ses enfants. Je suis désemparée, je ne le comprends plus. Que faire, docteur? Waouh! D'abord, salut à tous mes parents qui sont à Atiéguaco, c'est du côté de Yamoussoukro. Comme j'ai grandi à Yamoussoukro, je vous salue. Ce qui se passe dans ce couple est assez typique, excusez-moi, d'un phénomène, je vais risquer une hypothèse, d'un phénomène qu'on appelle le démon de midi. Le démon de midi, c'est un phénomène qui est spécifique aux hommes en général. Vous savez, il y a 3 crises dans la vie des hommes en général. Il y a la crise des 2 ans, il y a la crise de l'adolescence et il y a la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine. Et la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, chez l'homme, ça s'appelle le démon de midi. Et apparemment, le mari de cette dame-là est victime du démon de midi. Parce que quand on est dans la quarantaine chez les hommes, on a eu le temps, par exemple, de se réaliser au plan social, au plan financier, matériel. On a une certaine aisance, on a réalisé des projets. On a envie de rattraper ce qu'on n'a pas pu faire, par exemple, quand on avait 18 ans. C'est chaud. À 18 ans, on était par exemple papier, dormir et puis voilà, continuer la vie comme ça. Et quand on a un peu de moyens, on a envie de se prouver à soi-même et à tout le monde qu'on a réussi. Donc on a envie d'en mettre plein la vue aux gens. Et comme l'Ivoirien particulièrement, mais ce n'est pas spécifique aux Ivoiriens, comme en général les hommes sont dans une sorte d'exhibitionnisme, donc on a envie de montrer aux gens qu'on tient encore la route. Cliché, le monsieur, les clichés de chez clichés. Mais il analyse la population. Non, il a dit qu'il risquait une hypothèse. Ben oui. C'est bien de risquer comme ça. Après, il n'y a pas de gars de con. Mais le fait est qu'en général, les hommes, quand ils atteignent la tranche des 40, 50 ans, ça se voit, hein. C'est là, et c'est typique à ce que la dame vient de dire, on se noircit les cheveux, on a envie de... On se charme, merci beaucoup Alex. On a envie de paraître et on fait beaucoup attention à son aspect physique extérieur. Donc c'est vraiment un phénomène qui est naturel, mais qu'on peut circonscrire. Parce qu'on n'est pas obligé de faire tout ça. Voilà. Et donc, comment assurer la prise en charge d'un tel monsieur ? Bon, c'est un travail... C'est un cas. Oui. C'est un véritable cas. Oui, mais ça peut se faire. Ça peut se faire tranquillement en cabinet, par exemple. On va lui montrer qu'il y a mieux à faire que ça. Il y a mieux à faire que ça. On va lui mettre en face les défis qu'il a à relever, qui sont beaucoup plus importants que d'en mettre plein la vue aux gens. On va lui montrer tout ça. Parce que souvent, on a tendance à perdre ça un peu de vue, surtout quand on a envie de se montrer à soi-même quelque chose ou de montrer aux gens quelque chose. Donc, on a besoin de savoir qu'il y a mieux à faire. Et donc, je pense que la solution serait d'aller dans ce sens-là. Pas forcément de l'embrigader dans un canevas, non. Mais de lui montrer qu'il y a mieux à faire en l'amenant à fréquenter, par exemple, des gens qui sont beaucoup plus matures à tous les niveaux. Et avec ça, je pense que les choses peuvent se rattraper très facilement. Ok, j'espère que vous nous suivez depuis Atiéguaco et que Kofi Honorine a pu trouver satisfaction dans la réponse de notre spécialiste. Nous allons cette fois avec un cas, mais il s'agit d'une dame. Je suis Chimène Kadio, je vous suis depuis Tanguélan. Salut toute la population de Tanguélan, c'est dans le département d'Animbeleko. J'ai 38 ans, j'ai régulièrement chaud, alors qu'il ne fait même pas chaud. En fait, je ressens cette chaleur
à l'intérieur de moi-même, j'ai des maux de tête. Et pour un oui ou pour un non, je m'énerve. Je ne dors pas bien et je ne mange pas bien. Pourtant, je ne fais que grossir. Je ne me sens pas bien, mais je n'ai pas l'impression d'être vraiment malade. J'en ai parlé à ma mère qui me dit que c'est la ménopause qui frappe à la porte de mon corps. J'en ai parlé à des personnes autour de moi. Pourtant, je suis trop jeune pour ça. On m'a dit que cette affaire, c'est pour les vieilles gagas. Pardonnez, éclairez-moi sur cette histoire de ménopause. J'ai lu ça tel quel, docteur. Oui, elle a des raisons de pouvoir s'inquiéter, mais on va la rassurer. On va la rassurer, c'est vrai. Les signes qu'elle est en train de décrire s'apparentent en tout cas aux signes de la préménopause. Au signe de la préménopause. 38 ans 38 ans, c'est possible. Ça dépend des organismes de chacun. En réalité, il faut dire que la moyenne d'âge autour de laquelle en fait les femmes rentrent en ménopause en général, c'est 51 ans. 51 ans, c'est une moyenne. Mais il y a des femmes qui sont beaucoup précoces. C'est comme il y a des petites filles, par exemple, de 8 ans, 9 ans, qui commencent à entrer déjà en adolescence. C'est pareil que pour la ménopause. Donc, à partir de 35 ans, souvent, il y a des femmes qui rentrent en préménopause. Et ça peut arriver. Donc, certainement, tous les signes qu'elle est en train de décrire, elle dit par exemple qu'elle a chaud alors qu'il ne fait pas chaud. Ça, ce sont des bouffées de chaleur. Voilà, les maux de tête et tout. Irritable. Voilà, tous les signes qu'elle est en train de décrire, ce sont des signes de la préménopause. Donc, il faut savoir que la préménopause, en général, c'est la période qui précède la ménopause. Parce qu'on parlera de ménopause certainement quand il y aura un arrêt total des menstrues et quand ça va se faire un an après. Donc, déjà là, puisqu'elle n'a pas dit qu'elle n'a plus de menstrues, je suppose qu'elle continue d'en avoir. Donc, ce n'est sûrement pas la ménopause, mais c'est la préménopause. Il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Et de toute façon, c'est un phénomène naturel par lequel toutes les femmes passent. Donc, elle va passer par là. Si Dieu lui fait grâce de vivre, elle va forcément passer par là. Et donc, c'est de se documenter sur la question, d'avoir des informations, savoir que c'est une période de bouleversement hormonal. Et qui parle de bouleversement hormonal parle également de changement au niveau physique et au niveau psychologique. Il faut qu'on sache les implications de ce bouleversement hormonal. Quand on le sait, on s'y prépare. Et puis, ça n'a pas grande influence en fait dans le couple. Parce qu'une femme qui est très, très irritable, une femme qui a fréquemment des maux de tête, qui a des bouffées de chaleur, etc., c'est une femme certainement qui n'aura pas beaucoup de désir sexuel. Et là, ça peut poser des problèmes au niveau de son homme. Donc, si on est au courant de ça, l'homme, en général, comme lui, il n'est pas enclin à faire ce genre de crise-là, il peut ne pas savoir. Et donc, il faut que la femme lui explique, par exemple, qu'elle lui fasse une éducation. Si elle n'en a pas les moyens, qu'elle s'oriente et qu'elle l'oriente aussi vers des spécialistes. Ça nous manque dans nos couples en général et ça crée beaucoup de désagréments. Parce qu'il faut savoir qu'en général, ce qui est produit à l'extérieur, c'est-à-dire nos comportements qu'on peut observer, nos réactions qu'on peut observer, sont généralement tributaires de phénomènes qui se déroulent à l'intérieur de nous. Et ça, c'est beaucoup de changements hormonaux. Il faut savoir que nos réactions sont tributaires des changements hormonaux. Et donc, il faut qu'elle fasse très attention à ça, qu'elle se documente là-dessus, qu'elle essaie de retrocéder ces informations à son homme. C'est à ces prix-là que son couple peut être dans une sorte de sérénité. Et de votre analyse, elle devrait vraiment s'orienter vers des spécialistes, hein, parce que 38 ans, vivre ce phénomène-là, ça peut être problématique quant à la procréation. La précocité, absolument. Je l'ai toujours dit et je le répète encore, il faut que chacun d'entre nous, hommes ou femmes, qu'on développe le réflexe de la consultation médicale systématique. Quand quelque chose ne va pas dans votre corps, vous avez l'habitude de fonctionner d'une certaine façon. Quand il y a une variation, première réaction, il faut aller voir un spécialiste, en l'occurrence un médecin. Il va vous donner ce qu'il y a à faire. Et c'est quand ça ne va pas de ce côté-là, quand on recherche les causes physiologiques, médicales, qu'on n'en trouve pas, qu'on peut se dire, il faut se pencher sur le côté psychologique, etc. Donc, il faut qu'elle aille voir son médecin. En tout cas, merci pour cette réponse à Mme Chimène Cadio. Alors, le troisième cas, je suis Sidonie Arnaud-Blé, je suis de Daoukro. On parle souvent de ménopause chez les femmes. Moi, je dis, mais pourquoi les hommes aussi, ils n'ont pas ça? C'est injuste. Grossesse, c'est femmes. Ménopause encore, ce sont les femmes. Hey femme, Yako, dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas un petit truc comme ça chez les hommes? Elle est
Un peu machiavélique, hein, madame. Madame Sidonie, vous avez un problème avec nous? Vous avez un problème personnel avec nous sur ce plateau? C'est Dieu qui a fait comme ça. On vous salue, on vous fait un gros bisou. On est ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui touchent les hommes? Absolument. Pour la rassurer? Eh oui. Si ça peut vous rassurer, madame, sachez qu'il y a un équivalent de la ménopause chez l'homme. Ah oui? Oui, on appelle ça l'andropause, en fait. Voilà. C'est à peu près la même chose et ça tourne à peu près autour de la même tranche d'âge. Hein. Voilà. Quand un homme aussi arrive dans la cinquantaine, en général, quand il est autour de la cinquantaine, pour certains hommes, ça peut être un peu plus tôt, pour d'autres, ça peut être un peu plus tard. Mais quand on est autour de la cinquantaine, en général, on vit des changements hormonaux également. Par exemple, il y a une baisse de la testostérone, et une baisse de la sécrétion de la testostérone. Et ça, par exemple, c'est la testostérone qui qui décuple en fait tout ce qu'il y a comme envie sexuelle chez l'homme. Envie sexuelle, envie de libido, pas sexuelle, envie de libido chez l'homme. Il est revenu dans ce thème-là encore. Oui, oui. Il traite le sujet. Hein. Donc, quand il y a une thème de prédilection, ça. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Quand il y a une baisse, vous adorez les relances. Quand il y a une baisse dans la sécrétion du taux de testostérone, évidemment, on est moins enclin à certaines choses et tout. Donc, ça entraîne aussi des bouleversements. Il faut savoir que pour l'andropause chez l'homme, ça se caractérise comme chez la femme par des signes. Et chez l'homme, il y a des tendances à l'anxiété, on développe des syndromes de dépression. Par exemple, on a des troubles de l'érection, on a des troubles du sommeil, on a par exemple de la concentration. De la concentration, on développe une alopécie, c'est-à-dire la calvitie. Voilà. Et bon, il y a beaucoup de signes comme ça qui montrent également que l'homme est en train d'entrer dans l'andropause. Et tout ça, tous ces signes, tous ces bouleversements qui se passent à l'intérieur, comme je l'ai dit, se matérialisent à l'extérieur par des réactions. Vous allez voir que votre homme qui était habituellement, par exemple, très doux et tout, désormais, il devient très irritable. Pour un oui, pour un non, il vous clash un peu, il vous dit des choses qui ne sont pas très agréables à entendre et tout. Quand vous allez vers lui pour le solliciter sexuellement, ce n'est pas évident qu'il réponde comme avant il répondait. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent à l'extérieur, qui sont liées à ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça que moi, je dis, c'est l'intérieur qui produit l'extérieur. Il faut qu'on fasse très attention à ça. Donc, messieurs, sachez qu'autour de 50 ans, vous n'êtes pas exemptés de troubles. De troubles en ce qui concerne le développement humain. Et ces troubles-là sont liés à un phénomène, en fait, de début de la dégénérescence. Parce que l'homme évolue, il atteint un certain niveau et il régresse après. Et donc, quand il est à son point culminant, autour des 50 ans, il recommence à revenir en arrière et c'est ce qui se passe. Donc, ce n'est pas parce que l'homme, en général, à cet âge-là, est en train de développer son démon de midi qu'il va croire qu'il a toutes ses facultés pour pouvoir se jouer toujours les donjons. Il va se jouer les donjons à courir la gueuse, c'est-à-dire à faire la cour à toutes les petites filles du quartier, comme le premier cas le disait tout à l'heure. Mais quand il va s'agir d'être garçon dans le lit, c'est très sûr que il va lâcher. Pardon? Pardon. C'est très sûr qu'il risque de ne pas être aussi compétent. Okay, on a compris. Voilà. Mais vous avez des solutions pour aider, hein, parce que bon... Oui, il a proposé les... Absolument, c'est ce que j'ai dit. Tout ce qui est changement hormonal peut se régler au plan médical déjà, au plan médical et puis aussi par un suivi psychologique. Donc déjà, quand on sait qu'on est dans cette période, on le sait, il faut qu'on aille consulter un médecin. Le médecin nous dira ce qu'il y a à faire concrètement. Parce que... Heureusement, mesdames et messieurs, que encore sur cette terre et même dans ce studio, il y a encore des garçons très sérieux qui suivent à la lettre tout ce que le code dit. Oui, des garçons très sérieux. Suivez votre regard à la télévision. Les garçons sérieux. Alors, autre cas, mesdames et messieurs, je suis Michel Ange Digbeu. Écoutez très bien. Je suis de Daloa, j'ai 57 ans. Ma femme m'a fait un dernier bébé il y a 2 ans. Mon enfant de retraite, comme on dit. Et quand j'avais donc 55 ans, donc ma femme a 38 ans. Elle veut faire encore des enfants, mais j'ai quelques soucis. Mon liquide là, ce n'est plus lourd comme avant. Je ne dure plus avant de conclure mes matchs. On dit que l'homme, c'est comme le vin. Il se bonifie avec l'âge. Mais moi, mon vin là, je ne comprends pas comment c'est. J'ai l'impression de ne plus tenir. Que faut-il faire? C'est inquiétant avec tous les petits pompiers partout. Que faut-il faire? Je lis tel quel. On lit tel quel. Voilà. C'est vrai qu'il y a les pompiers partout, les petits pompiers partout, mais il faut que... Oui, les sapeurs-pompiers ont de plus en plus de matériel pour intervenir partout. C'est ça. Surtout quand il y a le feu quelque part. Éteindre les incendies que les gens n'arrivent pas à éteindre.
Mais il faut qu'il se rassure. Bon, c'est à eux aussi d'éteindre ça, hein, donc en même temps. Il faut qu'il crée les conditions. Vous ne voulez pas qu'il y ait des incendies chez lui à la maison. Il faut qu'il ait son extincteur personnel. En tout cas, Et pour parer au plus urgent. Au plus liquide, au plus de feu. Pour ça, il a besoin d'aide et il faut qu'on lui apporte de l'aide, en fait. Il faut que M. Digbo comprenne qu'à 57 ans, ça fait partie des signes de l'andropause. À 57 ans, la qualité, par exemple, du sperme n'est plus la même que quand on a 20 ans. À 57 ans, le sperme n'est plus trop épais, comme on peut l'avoir, par exemple, à 30 ans. Il se liquéfie un peu, et même on peut assister à des troubles, par exemple, comme des troubles, on peut avoir une azospermie, on peut avoir beaucoup de problèmes à ces niveaux-là. Ça peut être lié à l'andropause, tout comme ça peut être lié aussi à certains phénomènes comme la dépression liée, ou bien le stress lié, par exemple, aux charges, l'anxiété liée aux charges de travail, à tout ce qui se passe dans la société. Donc, à cet âge-là, la fertilité également prend un coup. À cet âge-là, ça ne veut pas dire qu'on est plus fertile, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais ce n'est pas évident qu'on puisse, par exemple, faire les enfants aussi facilement qu'on pourrait le faire quand on a 20 ans, 25 ans, etc. Voilà, il faut qu'il le sache. Donc, quand on le sait, c'est évident qu'on comprenne qu'on puisse faire plusieurs tentatives pour avoir un enfant et que ça échoue. Pas parce qu'il y a un problème du côté de la femme, sa femme est relativement jeune. Certainement, le problème peut être lié à lui. Voilà, et donc à la qualité de son sperme. Mais tout ça, ça ne peut être vérifié et ça ne peut trouver solution que quand c'est pris en charge par un médecin. Donc il faut que lui aussi, il aille consulter, qu'il aille consulter son médecin pour qu'on essaie de voir si le problème qu'il vit là, ce n'est pas un problème lié par exemple au stress. Si c'est le stress ou bien une dépression quelconque, ce qui peut avoir des sources médicales, comme ça peut avoir des sources aussi psychologiques. En ce moment-là, les spécialistes qui peuvent l'aider, c'est des gars tout de suite, quand on connaît la source précise. Donc, il faut nécessairement qu'il consulte. Parce que ça peut être lié aussi à son hygiène de vie. Vous savez, il y a beaucoup de choses. On n'arrive pas à établir facilement un lien entre notre hygiène de vie et les problèmes que nous vivons. C'est évident que si vous courez, vous ne dormez pas assez, vous êtes fatigué, vous avez trop de travail, le travail que vous avez à votre bureau, vous le prenez, vous le ramenez à la maison, ce qui ne doit pas être fait. Si vous le faites de façon continuelle, si vous, par exemple, au lieu de prendre du bon temps, aller respirer de l'air pur quelque part dans la nature, vous êtes tout le temps boîte de nuit, circulation avec plein de gaz d'échappement dans la rue. Si c'est ça votre quotidien, ça va avoir un impact sur votre sexualité, ça va avoir un impact sur votre vie de couple. Vous ne pouvez pas forcément vous en rendre compte, mais c'est clair que ça a un impact. Donc il faut qu'il s'oxygène un peu. Oxygène pur qu'on va prendre dans la nature, qui s'oxygène l'esprit, en ne restant pas dans des conditions anxiogènes, en fait. Il faut qu'il se libère. Et en le faisant, il va se rendre compte certainement que naturellement, la qualité même de ses spermatozoïdes, de son sperme, ça peut s'améliorer. Par exemple, il faut qu'il revoie son alimentation. Qu'est-ce qu'il mange? Vous avez ici chez nous les gens qui s'empiffrent de choses qu'on ne devrait pas avoir. Et ce qui font qu'au lieu que, par exemple, ils se donnent de la santé, au contraire, ils achètent leur mort. Parce que, par exemple, ils vont boire beaucoup de vin pour rien. On boit beaucoup de vin, on boit beaucoup d'alcool en général. On va prendre de la viande rouge, on va consommer ça à profusion. On s'assoit entre amis, on consomme 10 000 francs de choukouya. Alors que tout ça, ça ne sert pratiquement pas à grand-chose. Comment on peut manger de la viande pure comme ça, dans une quantité énorme? Quand vous faites tout ça, ça a un impact sur votre vie. Votre vie intime, votre relation de couple. Parce que quand ça ne va pas dans votre corps, puisque votre corps, vous le partagez avec votre partenaire, ça ne va pas aller dans votre relation. Donc, il faut qu'on fasse très, très, très attention à notre hygiène de vie. Faire du sport. Faire du sport. Il y a des gens ils sont voiture climatisée, bureau climatisé, domicile climatisé. Il ne va que de climatisation en climatisation. Cuisine climatisée, voilà. Sanitaire, salle d'eau climatisée. Tout est climatisé. Alors l'ascenseur là, ça devient climatisé, exubérant, son bureau est climatisé. Il n'a aucun contact avec l'extérieur réel. Donc, et après, il paye cash. Voilà. Comment il va éliminer les toxines qui sont dans son corps s'il ne fait pas de sport? Il ne fait pas de sport, il accumule. Et il faut savoir qu'avec l'âge également, il y a par exemple des phénomènes qui se déroulent dans le corps qui vont faire qu'il y a une sécrétion plus abondante, par exemple, de cortisol qui va empêcher la graisse de fondre. Du coup, on a tendance à prendre du gras. On devient plus gras
Et la graisse, c'est nuisible au corps. Donc, forcément, tout ça, ça va créer des problèmes. Par exemple, ça va avoir une influence sur la qualité, par exemple, de la respiration de l'individu. Ça va forcément impacter ses relations sexuelles et ses relations dans son couple. Donc, il faut qu'on comprenne très clairement qu'il y a un lien évident entre l'hygiène de vie et tout ce qui se passe dans le couple. En tout cas, être alerte à sa santé, à son corps, et c'est sûr que l'un a une incidence sur l'autre, notamment au côté intime. Aimez-vous, soyez très heureux dans vos différents couples. On espère que chaque fois que vous suivez cette émission avec la participation de nos experts, vous trouvez des solutions. On a été très heureux d'être en votre compagnie. On se reverra demain pour parler de santé dans la Droit Minute.